Les 10 plus grosses erreurs commerciales de l'histoire. Newsfasens 2D enormes erreurs, comme la NASA, que perdu de millions a cause d'erreurs que auraient pu être facilement commises par un enfant d'école primaire. Xerox, par naïveté, a laissé un jeune Steve Jobs copier la plus grande invention technologique du XXIe siècle, et beaucoup ont dit non à Google à ses débuts. Voici des erreurs commerciales qui ont coûté des millions ou des milliards à cause de mauvaises décisions qui ont conduit à la faillite de sociétés mondiales. Ce sont des récits édifiants, des exemples réels de décisions terribles prises par d'autres et de leurs répercussions. Numéro 1. Kodak et son dédain pour la technologie numérique. Kodak, par l'intermédiaire de l'un de ses meilleurs employés, l'ingénieur Steve Sampson, a inventé le premier appareil photo numérique. Chez Kodak, ils ont déposé le brevet du premier appareil photo numérique. À cette époque, les ordinateurs étaient encore d'une utilité limitée, donc la meilleure façon de profiter des images numériques était par le biais d'un téléviseur. Peut-être que le succès et la nature lucrative du marché des appareils photo analogiques de l'époque et de ses pellicules ou cassettes de développement ont conduit Kodak à commettre l'une des pires erreurs de l'industrie. Kodak avait dominé le marché des appareils photo pendant un siècle, mais apparemment, il n'a pas su s'adapter aux tendances du nouveau millénaire. Dans une terrible décision, ils ont pris un pari et se sont concentrés uniquement sur les appareils photo analogiques et leurs pellicules, même s'ils connaissaient l'énorme réceptivité du marché pour les images numériques. Ils ont laissé la technologie numérique figée jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Appelons cela l'aversion au risque, la peur de l'inconnu ou la perte de leur niche de marché. Les créateurs de l'appareil photo numérique ont tourné le dos à leur propre invention pour s'en tenir à une technologie obsolète. En 2000, avec l'explosion du numérique, plus de 70% des revenus de Kodak étaient encore concentrés dans ses produits analogiques. Le déclin d'un géant, aveugle aux tendances du marché, commençait. De 2000 à 2010, les revenus de Kodak ont chuté de moins de moitié. L'entreprise s'efforçait de pénétrer le marché numérique, mais ses modèles d'appareils photo généraient des pertes, d'autant plus face à un marché en plein essor pour les téléphones portables et autres appareils avec appareils photo numériques intégrés. Entre 2004 et 2010, Kodak a généré des pertes d'environ 1,2 milliard de dollars par an, jusqu'à ce que le colosse du marché photographique du siècle déclare faillite en 2012. La leçon la plus évidente du monde des affaires. Même si vous êtes leader, vous devez faire attention aux tendances de votre marché. Numéro 2. Exit a laissé partir Google en 1999 pour $1 million. En 1999, année du boom mondial d'Internet, 3 moteurs de recherche dominaient le marché, Yahoo, Exit et AltaVista. Google était un bébé comparé aux grands, à tel point que Larry Page, alors âgé de 26 ans, proposa à Google le grand garçon d'Exit pour seulement $1 million. George Bell d'Exit était très content de l'affaire, car il ne s'agissait que de 1% des actifs d'Exit. Jusqu'à ce que le jeune Larry Page exige, pour conclure l'affaire, qu'Exit remplace tout son algorithme de moteur de recherche par celui de Google. Bell refusa, estimant que la demande de Page était trop élevée. C'était le début de la fin pour le deuxième moteur de recherche Internet du monde. Exit fut racheté par Ask.com en 2004, qui détient aujourd'hui à peine 0,5% des parts de marché. Google est aujourd'hui le géant d'Internet. Google traite pas moins de 1,5 milliard de recherches par jour, possède plus de 90% du marché mondial de la recherche et d'autres activités très lucratives. Larry Page est aujourd'hui la 9e personne la plus riche du monde. Google possède quelques 2000 milliards de dollars d'actifs à son bilan, soit 1000 fois le montant que Bell aurait dû verser à Page. Paralysie du paradigme, peur du changement. Numéro 3, le nouveau Coca-Cola. Le géant des boissons gazeuses a failli se suicider. Les dirigeants de Coca-Cola, confrontés au succès de la campagne Pepsi, baptisée Pepsi Challenge, sont entrés dans un état d'anxiété qui les a conduits à apporter des changements brutaux à la boisson. Le New Coke a représenté le premier et peut-être le seul changement majeur apporté au goût de Coca-Cola depuis plus de 100 ans. Les chimistes du laboratoire ont reçu l'ordre de modifier subtilement le célèbre cocktail, marquant un changement dans la base secrète de la boisson gazeuse, et le sucre habituel a également été remplacé par du sirop de maïs. Grâce à d'énormes dépenses en publicité et en changement d'image, le New Coke est apparu dans les rayons américains en avril 1985.
Malgré le fait que les tests à l'aveugle ont donné au nouveau parfum plus de 60% en faveur de la recette originale, ce qui semblait au départ être un grand succès s'est transformé en un désastre complet en quelques semaines. Des milliers de lettres de consommateurs en colère, des centaines de critiques négatives dans les éditoriaux des journaux et même des manifestations de rue ont fait disparaître le New Coke des rayons en quelques semaines. Après quelques mois de chaos inhabituel, la direction de Coca-Cola a dû annoncer la fin du New Coke, et la recette originale sous le nom de Coca-Cola classique aurait pu coûter beaucoup plus cher. La direction de Coca-Cola a su revenir sur ses intentions à temps et a obtenu le pardon des consommateurs. Si le New Coke avait été introduit progressivement comme produit supplémentaire, le marché n'aurait probablement pas rejeté ce choix. La leçon est simple, un changement d'image et de produit ne peut pas être aussi soudain ou aussi radical. Numéro 4, Daimler-Benz et sa fusion avec Chrysler. Chrysler, aujourd'hui propriété de Fiat, est l'un des 3 grands constructeurs automobiles américains, contrairement à GM et Ford, plus présents sur le marché américain. Il se sent menacé par la présence croissante des marques japonaises. Daimler-Benz, le groupe allemand propriétaire de la gamme Mercedes-Benz, y voit une opportunité et décide de proposer une fusion avec Chrysler en 1998 pour pas moins de 36 milliards de dollars. Daimler Chrysler émerge et devient le 3e constructeur automobile mondial. La vision des 2 groupes est simple, s'imposer à l'échelle mondiale et conserver une part des ventes mondiales. Mais la stratégie ne porte pas les fruits escomptés. 7 ans après la fusion, les revenus de Chrysler représentent à peine 10% du groupe fusionné. Début 2007, Daimler-Benz décide de se séparer de Chrysler et de vendre 80% de ses actions à un groupe de capital investissement appelé Cerberus pour seulement 7,4 milliards d'euros. La fusion et la vente ultérieure à Chrysler ont coûté à Daimler-Benz un peu plus de 10 milliards de dollars. Un coup dur que les 2 entreprises ont heureusement pu surmonter. Numéro 5. Blockbuster a pu acheter Netflix et le proposer comme l'un de ses services. Tout le monde se souvient ou a déjà entendu parler des films sur de vieilles cassettes VHS. Un film au cinéma pouvait coûter environ 20 $ au format cassette vidéo. La grande solution au milieu des années 90 a été les magasins de location de films comme Blockbuster Video, un empire qui a prospéré de 1985 aux années 90, presque partout dans le monde. Vers 2000, Reed Hastings et d'autres dirigeants du service de streaming en ligne naissant Netflix ont approché Blockbuster pour un partenariat. Hastings et ses partenaires ont proposé de gérer les activités en ligne et de distribution de Blockbuster, et ils proposeraient Netflix dans le cadre de leur service. L'accord a échoué et, selon les mots de Hastings, les dirigeants de Blockbuster ont éclaté de rire lorsqu'il a quitté la salle de réunion. Nous savons 2 comments cette histoire SS terminée. Blockbuster n'a pas été en mesure de faire face aux menaces sérieuses posées par la guerre des prix des DVD entre 2002 et 2005, ni à la forte intrusion du piratage et à un marché qui préférait l'industrie de la télévision par abonnement déjà répandu et le format web proposé par Netflix. En 2005, Netflix avait déjà dépassé le million d'abonnés rien qu'aux États-Unis et Blockbuster, dans une tentative désespérée, lançait un format hybride de location en ligne appelé Blockbuster Total Access. C'était l'ombre de Netflix. Sur le nouveau site de Blockbuster, Jim Kay, qui venait de 7-Eleven, tentait de compenser la perte de parts de marché et de faire jeu égal avec son concurrent. Kay a abandonné la stratégie numérique, a essayé de dynamiser les magasins physiques qui rapportaient encore de l'argent et a relancé l'activité vers la location de jeux vidéo. Mauvaise décision. En septembre 2010, Blockbuster Video a déclaré faillite et Netflix a non seulement produit son propre contenu, mais comptait aussi plus de 250 millions d'abonnés dans le monde et était une entreprise prospère et ouverte au changement. Numéro 6. Nokia et son dédain pour le système d'exploitation Android. Nokia était l'une des marques les plus renommées, même avant le boom technologique. Au cours des premières années de ce siècle et jusqu'en 2007, Nokia dominait 40% du marché mondial de la téléphonie mobile. Aujourd'hui, Nokia n'est plus qu'une ombre très sombre de l'étoile qui a pris de l'importance il y a une décennie, et sa chute est probablement due à un événement survenu au milieu de la dernière décennie, lorsqu'Han Sivanjoki, alors vice-président de Nokia, a tourné le dos au système d'exploitation Android parce qu'il considérait que Nokia avait un excellent support dans son propre système Symbian. Lorsqu'Apple a lancé l'iPhone en 2007, les dirigeants de Nokia ont pris conscience de la grande menace et ont essayé 2 stratégies. L'une, moderniser Symbian, et l'autre,
créé un nouveau système d'exploitation qu'ils ont appelé MeeGo. Les deux équipes travaillent, malheureusement, sans lutte interne, division, bureaucratie et lenteur, ce qui se paie cher dans le monde de la technologie. Nokia avait toujours EU la solution. Harrier sur un système d'exploitation open source comme Android, mais cette option a été rejetée. La réponse de Vanjoki a été « Nous pissons en hiver pour nous réchauffer », misant sur le développement interne. Avec des pertes d'environ 5 milliards de dollars par an, la simple fierté a presque coûté son existence au légendaire géant technologique. Numéro 7. Yahoo a laissé passer l'opportunité d'acheter Google et Facebook alors qu'il était à peine en phase de démarrage. Yahoo a été le géant dominant de l'Internet à ses débuts, mais il a aussi été victime d'une série de mauvaises décisions commerciales. L'entreprise aurait pu acheter la start-up pionnière de la publicité sur le web DoubleClick, qui a finalement été rachetée par Google. Elle aurait aussi pu acheter Google lui-même et même Facebook à ses débuts. Larry Page a demandé à Yahoo des fonds pour lancer Google, mais ils ont refusé. Grosse erreur. En 2002, Yahoo et Google se sont à nouveau rencontrés pour négocier. Yahoo a proposé 3 milliards de dollars pour racheter Google. Google a demandé 5 milliards de dollars et aucun accord n'a été trouvé. Yahoo a abandonné son moteur de recherche sur le web, tandis que Google en développait un de plus en plus puissant. En 2006, Yahoo a laissé partir Facebook, Mark Zuckerberg demandant $1 million, tandis que la direction de Yahoo acceptait $1 million. En 2008, Google a fait un grand saut dans la gestion de la publicité sur le web en rachetant DoubleClick, une société que Yahoo avait refusé d'acquérir à l'époque. Enfin, en 2008, Microsoft a proposé de racheter Yahoo pour un peu plus de 40 milliards de dollars. La direction a refusé, considérant l'offre comme basse. Un an plus tard, Yahoo payait Microsoft pour utiliser son moteur de recherche Bing, tournant ainsi le dos à son propre moteur de recherche. En 2017, Verizon Media a racheté les restes de Yahoo pour 4,48 milliards de dollars, tandis que ses participations dans les filiales de Yahoo Japan et une partie d'Alibaba ont été transférées à Altaba. Numéro 8. Xerox et son erreur avec la technologie qu'il a donnée à Apple. La plus grande erreur commerciale de l'histoire est celle de Xerox, en raison de ses bonnes intentions et de son excès de confiance. L'entreprise américaine Xerox, leader mondial sur le marché des photocopieurs et des tonnerres d'impression, s'est traditionnellement distinguée par son activité de recherche et développement. Xerox aurait bien pu être une méga-corporation sans précédent dans les années 1970. Xerox avait le luxe de posséder plusieurs lignes de recherche qu'elle n'a même pas pris la peine de commercialiser. Parmi elles, le légendaire ordinateur personnel Xerox Alto, très avancé pour l'époque, et la création et le développement de l'interface utilisateur graphique, prédécesseur des systèmes informatiques ultérieurs. Le guide Xerox permettait aux utilisateurs d'interagir avec des images et des graphiques, aujourd'hui comparables aux systèmes d'exploitation modernes qui avaient même une souris. En 1979, Xerox a accordé à Apple une visite de 3 jours dans ses installations en échange d'$1 million en actions. L'occasion n'a pas été manquée et elle a envoyé ses meilleurs talents dans les laboratoires de Xerox, dont Steve Jobs. Jobs a développé ses propres analogies à partir de cette visite chez Xerox. Dans une interview en 1994, interrogé sur les origines du Macintosh, Steve Jobs a ouvertement répondu « Les bons artistes copient, les grands artistes volent ». Il semble que les gens de Xerox ne savaient pas ce qu'il avait entre les mains. Bill Gates, de son côté, a également affirmé avoir été inspiré par les avancées de Xerox. Le pire, c'est que, selon Larry Listé, ingénieur de développement chez Xerox et témoin oculaire de la visite, il n'avait montré que 5% de leur développement, mais cela a suffi à inspirer Steve Jobs. Au début des années 80, Xerox a intenté un procès contre Apple pour l'utilisation de sa technologie. Cependant, l'affaire a été classée sans suite, car il y avait un accord signé. Si les scientifiques de Xerox n'avaient pas été aussi confiants, peut-être parlerions-nous aujourd'hui du tout-puissant Xerox PARC et non de Windows ou de Macintosh. Ils ont tout simplement cédé le plus gros investissement technologique du siècle à leurs concurrents. Numéro 9. Une erreur de conversion élémentaire coûte $327 millions à la NASA. La sonde Mars Climate Orbiter, d'une valeur de $327 millions, a été perdue dans l'espace à cause du malentendu le plus stupide de l'histoire de la NASA.
Il s'avère que la multinationale aérospatiale Lockheed Martin a conçu la sonde en se basant sur le système de mesure anglais, alors que les scientifiques de la NASA ont utilisé le système métrique pour leur fonctionnement, les pieds en mètres, les miles en kilomètres. La NASA ne peut qu'imaginer le résultat. Une panne des propulseurs de la sonde et un dysfonctionnement ont conduit à une perte à proximité de l'orbite martienne, soit 327 millions de dollars de dépenses gaspillées. La NASA a eu quelques jours pour se rendre compte de l'erreur, mais cette différence de mesure a été remarquée trop tard. Numéro 10. Un brûlage contrôlé coûte à la ville de Los Alamos 1 milliard de dollars. Une commission de responsables du Monument national de Bandelier, en collaboration avec le service des incendies de la ville de Los Alamos au Nouveau-Mexique, a décidé de planifier un brûlage contrôlé en raison du risque imminent élevé à l'intérieur du monument sur les sommets montagneux du Cerro Grande. La décision a été prise de commencer la phase de brûlage le 4 mai 2000. La forte concentration de conifères, la sécheresse sévère et des vents totalement atypiques ont conduit à la catastrophe. En 4 jours, l'équipe n'a tout simplement pas pu contrôler les flammes, elles ont dépassé les lignes de prévention. La ville de Los Alamos et la ville de Santa Clara ont dû être évacuées. Environ 400 familles ont perdu leurs propriétés, 1 millier d'acres ont été détruits. Aucune victime humaine n'a été enregistrée. Cependant, selon le Bureau de la comptabilité générale des États-Unis, les dommages ont été quantifiés à un peu plus d'1 milliard de dollars. Les problèmes de communication, la peur du risque, la peur du changement, la sous-estimation du marché, des clients, une confiance excessive dans la concurrence ou la modification brutale d'un produit sont des erreurs que tout le monde peut commettre dans le monde des affaires. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les partager avec nous dans la section commentaires. Donnez un coup de pouce à cette vidéo et envoyez-la à vos amis pour qu'ils puissent commenter les faits les plus intéressants et amusants. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner. À bientôt pour la prochaine vidéo.